OK. Et n'hésitez pas si vous avez des questions en cours de route. D'accord? Ce que je vais faire aussi, je vais peut-être vous transférer les assets, les sources, les séquences. Alors, ça va être un peu long, je vais les zipper. Je vais les envoyer par le chat. Moi, j'ai une connexion fibrée, donc ça devrait descendre rapidement, enfin, ou plutôt monter rapidement, mais c'est vous peut-être à charger. Alors, je vais voir un peu combien de place ça prend tout ça. Je vais juste regarder. Donc, mes sources sont là. Il faut que je regarde où elles se trouvent. Je vous demande 2 secondes. Hein. J'essaie de récupérer les sources pour vous les passer. Ok, alors ça doit être dans... Lecture USB. Ok, elles sont là. Alors, je vais vous transférer, vous voyez à l'écran, ouais. Je vais vous transférer toutes les images en PNG là. Si j'ouvre la première, ça ne va pas marcher beaucoup parce qu'en général sur la première, il n'y a que dalle. Donc voilà, je vais vous transférer toute la séquence ici d'animation de ça, comme ça vous faites un test. Au préalable, on reverra les rendus en fait, hein, d'accord? Mais je vais vous transférer ça en attendant. Et je vais vous transférer aussi la partie ambiante occlusion qui est ici. Voilà, où on a toute l'ambiante occlusion de la scène, plus j'avais calculé en reflet qui doit être là-dedans. Voilà, un reflet en fait, qui est statique et qu'on va utiliser pour simuler un reflet sur un espace vitré ou un truc comme ça. D'accord? Donc en fait, j'ai dupliqué ma scène 3D, je l'ai mise à l'envers et j'ai rendu que cette scène 3D à l'envers. D'accord? Comme c'est de l'isométrique, on n'a aucun problème avec les perspectives. Donc je vais archiver tout ça ici. Donc on est d'accord, dans Compo, il y a le reflet et dans Source, il y a les séquences PNG de toutes les images. Je vais archiver ça ici. OK. On est limité dans le chat à transférer des trucs, je ne sais pas en fait. On verra bien. OK, donc c'est ici. Je vais juste transférer ça par discussion. Je mets ça à tout le monde. Il pèse 177 MO. Voilà, c'est en cours de transfert. Je ne sais pas si vous voyez le transfert ou pas. Non, on ne le voit pas. Non, pas encore. D'accord. Tout ce qui concerne Zoom, en fait, les fenêtres de Zoom, vous ne les voyez pas, elles sont grisées, je pense. OK, c'est en cours de transfert, 50%. Et vous devriez, voilà, 90%, vous devriez le voir apparaître. Oui, ça y est. Voilà. Alors, chargez-le, s'il vous plaît. Et puis, pendant ce temps-là, on va voir les éléments de rendu, en fait. Surtout le paramétrage. Alors, est-ce que j'ai enregistré la session?
Oui, je suis en cours d'enregistrement en fait. Je vais juste mettre ça là. Ok, on avait vu qu'on était en moteur de rendu Arnold, ici, Arnold, qu'on avait choisi une résolution de sortie. Alors, je ne sais plus en quelle résolution elles sont les images que je vous ai fait parvenir. On peut le voir de suite, en fait. Ici, propriété, détail, elles font 1000 par 800 pixels, en fait. C'est le réglage que j'ai dans mon... C'est exactement le réglage que j'ai ici, 1000 par 800 pixels. Alors, vous comprenez très bien. Je vais faire, peut-être avant, une capture d'écran. Est-ce qu'on a un tableau blanc dans... C'est quoi, je vous repaint à l'ancienne, en fait. Hein. OK. Voilà, en fait, vous avez une image ici. C'est l'image, c'est le format final de votre motion design. En général, on travaille en HD, sauf cas particulier. Donc, on travaille en Full HD, 1920 pixels par 1080 pixels de haut. D'accord? Le pixel, il est carré, fait 1 sur 1. Il n'y a pas d'anamorphisme ou quoi que ce soit. Ce qui veut dire que votre motion design, si par exemple, votre image doit utiliser qu'une partie de la scène, bon, ben, au prorata, vous avez compris que si je divise mon écran en 4, en fait, ici, on aura la moitié. Donc, la moitié, bon, ça fait à peu près, je vais dire, 960 pixels ici. Et ici, ça fait 540 pixels. D'accord? Sur cette partie-là et cette partie-là. Donc, si votre image prend qu'une partie comme ceci, il n'y a peut-être pas besoin de la calculer en 1920 par 1080. C'est pour ça qu'il faut se projeter, voir on se laisse toujours une petite marge quand même au cas où, parce qu'une image trop grande, ça demande beaucoup de temps de rendu, mais cette image, on peut la réduire. Donc ça, c'est pas un problème. Par contre, à l'inverse, si j'ai besoin que ma ville, elle soit aussi grande que ça au milieu dans mon motion design, elle fasse à peu près 1000 pixels de haut et 1000 pixels de large, si je la calcule trop petit, vous avez compris que si je vais l'agrandir, elle va pixeliser. Donc ça, c'est vraiment, il faut se projeter et savoir comment on va utiliser de façon à gagner du temps déjà dans les rendus. Parce qu'une image, au plus elle est petite, au plus elle est rendue rapidement. Et puis de ne pas faire travailler des trucs pour rien et de perdre du temps. Voilà. Et si jamais elle est trop petite et que vous devez la recalculer, donc vous perdez tous les temps de rendu. Donc, c'est pas terrible. Donc, ici, déjà, ce qu'on va déterminer, ben, je me dis, en fait, largeur 1000 pixels, hauteur 800, ça fait pratiquement plus de la moitié de l'image en hauteur et de la moitié de l'image en largeur. Donc, c'est très bien, ça correspond à ce que je veux, sachant que voilà, si je prends la compo finale, voilà, j'ai dans l'idée voilà, de faire un assemblage de petits trucs. Donc, on voit que ça rentre largement. Donc, ici, je vais déterminer la taille, largeur, hauteur en pixels de mon image. Ça, c'est l'aspect d'image. Elle a un aspect de 1,25, puisque le rapport hauteur-largeur, ça correspond à 25. Par contre, on voit bien que le pixel est carré, ne vous trompez pas, c'est bien un pixel carré. Selon les formats que vous allez prendre, il y a des pixels qui sont anamorphosés, donc rectangulaires. Le segment qu'on va rendre, eh bien, en fait, c'est la durée complète de l'animation. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le segment actif de 0 à 250 images, mais on pourrait choisir des intervalles ou des images uniques, etc. D'accord? Donc, c'est le segment de temps actif qui m'intéresse. Ensuite, on descend, on descend, on descend. Enregistrer le fichier. Voilà, je vais choisir l'endroit où je vais enregistrer mes images, bien évidemment. Alors, en 3D, en général, on ne fait jamais de format de fichier vidéo. Je ne vais pas calculer un MP4 directement et je ne vais pas calculer un point MOV ou un point WMV, etc. directement. Et ça, pourquoi? Parce que déjà, c'est couillon. Parce que imaginez que vous êtes en cours de calcul et qu'il y a un plantage, ben, si la vidéo n'est pas fermée, vous ne pourrez jamais la lire. Ensuite, imaginez qu'il y ait une partie de l'animation à changer, qu'un tronçon d'image. Mais je vais pouvoir recalculer que ce tronçon d'image si je veux, si je souhaite. Bon, je pourrais le faire aussi dans le cas d'une vidéo et le superposer, mais tant qu'à faire, autant calculer des séquences d'images.
En général aussi, dans des fichiers, on enregistre des fichiers, des formats un peu exotiques, assez particuliers, comme le XR, comme le XR, d'autres formats d'images, qui encapsulent beaucoup d'informations, des informations de profondeur, etc., qui permettent après au logiciel de composing de récupérer ces informations-là. Nous, on va faire du standard, on va faire des simples séquences d'images. Donc ici, je vais aller dans votre répertoire. Ici, Urban, ACNCC, je vais créer un répertoire rendu. Je vais faire mon dossier. On va faire Urban. D'accord. Là, je fais mon dossier normal, image. Et là, je vais faire un autre dossier, ambient occlusion. D'accord. Donc, dans mon dossier image, je vais enregistrer ben voilà, mon Urban anime avec du versionning ou pas, on s'en fout, ça c'est vous qui voyez. Et je vais faire du PNG. Pourquoi le PNG? Parce que il y a de la transparence autour et je n'ai pas besoin de me coller le noir qui est autour de ma truc ou des images éventuellement. Je veux qu'After Effects puisse récupérer directement la couche alpha intégrée dans l'image. Donc le PNG intègre dans la couche alpha, c'est parfait. Donc j'enregistre ici mon image. OK. Donc le chemin est donné ici. Ensuite, je vais configurer la qualité du rendu de mon image. Donc ici, ce que je vais faire déjà, je vais repasser en mode unique et décocher l'enregistrement de fichier parce que je vais faire un test de rendu. D'accord? Donc le fait de passer en unique, il va calculer l'image en cours. Donc là, je suis sur l'image 139. Donc il calcule bien l'image 139. Et là, je suis en train d'effectuer mon rendu. Donc si c'est un poil cramé, ce n'est pas gênant, vaut mieux ça que l'inverse. On pourra toujours baisser un peu l'intensité lumineuse après en post-prod. Si c'est un poil cramé, ce n'est pas grave. En plus, il y a la superposition de la couche de l'ambiante occlusion qui va venir atténuer un peu cette luminosité. Donc, ce n'est pas très gênant. Donc, je vais laisser s'effectuer le rendu. On voit bien la couche alpha à l'intérieur ici. Hein. On n'aura que ça comme image, en fait. Il suffit de cocher ici le canal alpha. Ici, c'est juste pour passer en noir et blanc et choisir les canaux couleurs. Donc, voilà, l'image a été terminée. Le rendu, 55 secondes. Donc, x 250 images. Allez, ça dépend de la machine que vous avez. Hein. Je vous fais un calcul rapide. Ben, ça fait en fait, ça fait moins d'une heure en fait. Hein, si j'arrondis à une minute, 250 images. Non, j'ai une connerie. 250 minutes, ça fait 120, ça fait 2 heures, ça fait 4 heures de rendu. 4-5 heures de rendu en fait, que vous pouvez étaler un peu dans le temps, quoi que ce soit. Si c'est à 55 secondes, si c'est un peu plus, ben, à ce moment-là, ça durera un peu plus longtemps. Donc ça, c'est bon. Dès que je suis OK pour le rendu ici, ça me va. Allez, OK, c'est parfait. Je repasse en segment de temps actif. Hop, je coche enregistrer fichier. Je passe sur. Alors, j'ai une connerie, en fait. Non, non, attendez, j'ai oublié un truc, en fait, juste avant. Si la qualité me convient, ce qui a l'air d'être à peu près le cas, donc là, je zoome, vous voyez, c'est pixelisé. Hein. Là, l'image est à l'échelle 1 sur 1. Mais je peux augmenter cette qualité de rendu ici. Par défaut, vous avez des valeurs sur la qualité de la diffuse, la spécularité, la transmission de lumière. SSS, c'est autre chose, c'est pour la translucidité, etc. Mais vous avez un paramètre qui, par défaut, ici, est à 3. Ça, c'est les paramètres de preview. Et ça, c'est les paramètres de rendu définitif. Par défaut, c'est à 3. Je vous conseille de le monter à 5 ou 6. Voilà. C'est des paramètres qui vont augmenter tous les autres paramètres, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais quand j'étais à 3, voilà, on était à 36 en échantillon dans chacune de ces couches ici, là. En montant à 6, voilà. Voilà, c'est l'échantillonnage, en fait. J'augmente la qualité. Du coup, j'aurai une qualité un peu plus sympathique, au détriment du temps de rendu. Ce sera plus long, bien évidemment. Hein. Vous allez voir, si je mets qualité 2 ici et que je lance mon rendu, voilà, ça va beaucoup plus rapidement. Je ne sais pas si vous voyez. J'étais à 55 secondes tout à l'heure. Je suis à 9 secondes.
D'accord? Bon, et la qualité, elle passe encore, hein. Elle passe encore. Bon, mais sachez que si vous avez problème sur la qualité, vous jouez sur ce paramètre, vous testez. Si ça vous semble correct, ben, vous le laissez et vous vous lancez sur l'animation. D'accord? Vous vous lancez sur le rendu total. Donc ici, je vais laisser à 2 pour que ça aille rapidement. Mais je vais faire que 2-3 images. Là, on est bon. J'ai fini là-dessus. Alors, il y a plein de paramètres. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que pour ce qu'on fait, ça suffit. Je reviens ici. Donc, segment de temps actif. Je coche enregistrer fichier et je lance mon rendu. Alors, il y a un petit denoiser ici qui vous permet d'enlever s'il y a du bruit. Alors, je l'ai appliqué ici. C'est pour ça qu'on n'avait pas trop de bruit, mais je vais vous montrer le rendu sans l'appliquer. Diagnostic, donc commun, renderer. Voilà, je vais revenir juste sur l'image qui durait 9 secondes là. Voilà, j'ai enlevé le denoiser logiquement. Et je vais relancer le rendu. Logiquement, je devrais avoir du bruit. Le denoiser, c'est un post-process en fait qui s'applique à la fin. Vous voyez, on a du bruit ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a plein de bruit partout dans les ombres et tout. Vous voyez? Il y a la même chose en son. Pardon? Il y a la même chose avec le son. Oui, exactement. On peut enlever le bruit du son, ça va écréter certains trucs, mais tu perds en qualité. Pareil, dans le son, tu vas perdre dans des aigus, dans des graves. Mais là, dans l'image, vous voyez, je n'ai pas appliqué le denoiser, donc on voit un peu de bruit dans les ombres. Donc ça, pour enlever ce bruit, il faut monter la qualité ici, d'accord? Mais au détriment du temps de rendu. Et regardez, si je laisse la même qualité que j'applique le denoiser, ici, je relance un rendu. C'est un post-process, en fait. Regardez, il devrait l'appliquer à la fin du calcul. Hop, vous avez le bruit a disparu. Le problème du denoiser, c'est le suivant. C'est que ça m'enlève. Vous voyez que j'ai perdu du détail de l'image. Du détail. Ouais. Donc voilà, il va falloir trouver ce compromis entre ce denoiser et pas le denoiser. Alors moi, je l'enlève, le denoiser, parce que bon, des fois, ça enlève beaucoup de petits détails dans l'image, quoi. D'accord? Bon, allez, je vais le faire juste comme ça pour vous montrer. Donc là, OK, on est d'accord. Je repasse en temps actif, enregistrer fichier, et je lance le... Vous entendez la musique en arrière-plan ou pas? Bon, Oui. j'ai mon voisin qui a la musique, c'est pas Ouais. moi, hein, c'est mon voisin, hein. Les murs, ils sont un peu de papier là. OK, donc je lance le rendu. Alors là, ouais, j'ai tout coché. Je lance le rendu. Max va vous ouvrir, va commencer à calculer les images en partant de 0 jusqu'à l'image finale. Donc la première image où il n'y a pas beaucoup d'éléments, elle se calcule en 2 secondes. Et là, Max, il vous fait l'interprétation ici. Voilà, image 3, vous voyez, on a le numéro d'image ici, 4, 5, etc. Il vous fait l'interprétation, ils estiment que le rendu, il sera fini dans 24 minutes. J'ai une connerie ou pas? 9 sur 50, 27 passages. Non, pardon, autant pour moi. Dans 13 minutes, 41 secondes. D'accord? Ce qui est faux. Puisque quand il va commencer à rentrer dans. C'est ça pour l'animation. Quand il y aura beaucoup d'éléments, il va baisser sa vitesse de rendu. Donc, c'est une estimation. D'accord? Ne vous fiez pas, ça peut changer de 20, 30, 40, 50%. D'accord? Et du coup, le moteur Arnold, il utilise le CPU ou le GPU? Là, le moteur Arnold, c'est le CPU. En rendu calculé, c'est le CPU. D'accord. Ah, ok. Là, c'est le CPU, puisqu'on voit tous les threads ici. Ouais, Ça, ouais. tous les threads qu'on voit, c'est les threads du CPU. D'accord? Et pourquoi ça n'utilise pas le GPU? Parce que maintenant, ils sont plus puissants. Quand je passe en mode AfterShake, il utilise le GPU. Mais je peux utiliser le GPU, mais il faut que j'installe le matériel qui va bien, qui gère le GPU. Il faut que j'installe, par exemple, comment ça s'appelle, ce truc de rendu GPU. Il y a des moteurs spécifiques qui font des rendus Et tout de GPU. NVIDIA, là, le CUDA? CUDA, voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Ok. Le CUDA. Donc, il faut installer, il faut acheter le matériel, il faut acheter le logiciel qui va gérer ça, etc. Donc, Max, il peut le gérer, mais via l'intermédiaire de plugins ou de moteurs supplémentaires. D'accord, ok. Donc, moi, ça m'arrange parce que justement, vu que je vous disais, enfin, je virtualise, mais finalement, c'était plus au niveau du GPU que ça me posait problème. Voilà, donc c'est le CPU qui sera sollicité. Hein. D'accord, super. Donc voilà, donc vous voyez que ça a été relativement vite. Si je rebascule, voilà ce qui a été
non, j'ai une connerie. Urban, ACNCC, rendu. Allez, rendu. Voilà, il a rendu. Et on peut voir les temps de rendu, vous voyez, ici. Donc, voilà, ça a été relativement vite. Hein. OK? OK pour ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus? Rien. On va faire la même chose pour... Alors, ouvrir. Est-ce que j'enregistre la scène? Je ne vais pas l'enregistrer. Je vais aller chercher l'ambiance occlusion. Vous vous rappelez que j'avais enregistré une autre scène pour l'ambiance occlusion. Elle est là. Où j'avais attribué une texture d'ambiance occlusion. J'avais fait... Alors, je vais vous montrer un truc. C'est là-dedans. OK. Donc voilà le rendu. Donc même motif, même punition. Je vais tester quand même ce que ça donne à ce niveau-là. Donc je n'enregistre pas le fichier. Arnold Renderer, voilà les paramètres. Je vais laisser comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas le denoiser? Voilà, je vais enlever le denoiser. Rendu. Voilà, donc là, il calcule mon image, j'estime que c'est bien, etc. Mais typiquement, là, il me montre l'image telle qu'elle, en fait. Mais vous comprenez que cette image, je vais l'enregistrer en PNG. Même si je ne l'enregistrais pas en PNG, le fait que la première série d'images que j'ai lancée soit en PNG et intègre un canal alpha me permettrait de découper celle-ci dans After Effects. Donc, je ne suis pas obligé de l'enregistrer en PNG. Je pourrais l'enregistrer en JPEG. Ça ne poserait aucun problème. Mais bon, je vais quand même l'enregistrer en PNG. Ça ne mange pas de pain. Et c'est les sources que je vous ai données. Est-ce que tout le monde a pu charger les sources? C'est bon, oui. Oui. Tout le monde a pu charger? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas fini de les charger encore? Moi, c'est hyper lent, je ne sais pas pourquoi. D'accord? Ouais, j'ai pas fini tout à fait non plus. OK. Donc voilà pour la partie ambient occlusion. Si je souhaitais que l'environnement soit blanc, eh ben, j'ouvre ici dans rendu environnement. Ben, je passe mon environnement qui est ici là, en blanc, tout simplement. Je le passe en blanc. OK. Alors là, il s'affiche sur mon viewport, mais c'est parce que c'est moi qui ai demandé d'afficher l'environnement. Voilà. Donc si je relance le rendu, ben, j'aurai la même chose avec un environnement, ce qui passerait peut-être mieux si jamais la découpe elle se fait pas parfaitement, ce qui passerait mieux d'avoir du blanc que du noir. Voilà. Donc, typiquement, ce que je vous disais, des rendus comme ça, c'est intéressant aussi. D'avoir des rendus comme ça, rien qu'en ambiance occlusion, c'est sympa. Si on rajoute le fil de fer par-dessus, ça peut être intéressant. OK. Donc là, une fois qu'on est OK sur la manip, segment de temps actif, on a tout réglé ce qui va bien. Intervalle enregistré fichier. On est dans la bonne résolution là aussi, il faudra rien toucher de toute façon. Je vais dans ici mes rendus, je vais dans ambient occlusion. Et là, je pourrais faire par exemple Urban Anime AO pour ambient occlusion et je le mets en JPEG par exemple, JPG, en JPEG. D'accord? Donc j'enlève ça. Je le passe en JPEG. Enregistré. Le format JPEG ici, qualité meilleure. Et je lance mon rendu. Donc si je retourne ici sur voilà, donc il est en train de calculer les images. Il y a les images qui vont commencer à apparaître ici, voilà, petit à petit, à chaque fois qu'il aura fini, etc. Donc il met 14 secondes par image, à peu près. Il estime le temps de rendu à 100, mais pareil, ça va se décaler dans le temps, puisque là, il n'y a rien au départ. Donc voilà, les images vont venir s'incrémenter comme ceci dans votre répertoire. OK ? Donc, annuler. Allez, on va dire qu'on a calculé toutes nos séquences d'images. Et là, du coup, on va basculer dans After Effects. D'accord?
Alors, je vais réinitialiser Max, ne pas enregistrer. Je vais même fermer Max, puisque ça va m'économiser de la ressource un peu de RAM et de processeur et de GPU. Et je vais ouvrir After Effects. OK. Allez, je vais faire dans After Effects, je vais faire une nouvelle compo, par exemple. Donc, je vais créer une nouvelle compo ici. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais utilisé After Effects? Que je Oui. sache à- Ouais, il y en a beaucoup. OK, 2. Que je sache à peu près s'il faut prendre les bases ou pas. Alors, After Effects, je réfléchis. J'ai peut-être fermé ce projet et en faire carrément un tout neuf. OK. Donc ici, voilà, After Effects. Je vais créer une nouvelle composition ici. Et ça sera ma composition finale dans laquelle je vais rassembler tout, en fait. D'accord? Donc celle-là, je vais l'appeler compo. Je vais l'appeler finale. Composition finale. Paramètres prédéfinis, c'est du HDTV, donc TV haute définition. En 1080, donc c'est la hauteur qui vous donne de l'image. 25, c'est 25 images par seconde, c'est la norme PAL. Donc on est bien en 1920-1080, pixels carrés. Donc on est dans les clous. Et là, il me demande ma durée de composition. Alors c'est un peu chiant parce que il y a des petits points en fait qui peuvent être enlevés. Donc là, c'était 1h59, je l'enlève. Je laisse à. On va partir sur une compo qui fait, allez, on va dire 30 secondes. D'accord? Donc là, on a les heures, les minutes, les secondes et le nombre d'images. Donc 25, ça va de 0 à 25 images, de 1 ou à 25 images en plus. L'arrière-plan, OK, on va le laisser noir. Et on va faire OK. Donc du coup, je vois que ma compo, elle est là. Et que After Effects, il m'a créé une compo de 1920 par 1080 ici. Donc là, c'est parfait, c'est ma compo finale. Je vais créer un répertoire composition, histoire de ranger un peu mon chutier. Ça s'appelle un chutier, en fait, c'est là où vous mettez vos sources. Voilà, je retrouve mes compositions là-dedans. Je vais créer un autre répertoire que je vais appeler source, dans laquelle je vais je vais importer mes séquences d'images. Alors justement, ça qui est intéressant, je vais cliquer sur importation fichier. Et je vais venir chercher, donc c'est dans lecteur, pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Urban, dossier, métrage, source, anime. Je vais venir chercher, donc je vais sélectionner la première image de ma séquence d'images PNG, je la coche. Comme il y a des chiffres incrémentés, logiquement, il détecte automatiquement que c'est une séquence PNG. Si jamais ça, c'est pas coché, il vous prend qu'une seule image. Si ça, c'est coché, il vous prend toute la séquence d'images. D'accord? Donc, des fois, vous avez des images qui ne sont pas une suite, mais qui sont numérotées 1, 2, 3, 4, et vous en voulez qu'une. N'oubliez pas de décocher en bas, il va interpréter ça comme une séquence d'images. Donc là, c'est bien séquence d'images. OK, importer. On a donc ici, si je double-clique dessus, voilà, on a bien la séquence. Pardon. On a bien la séquence d'images ici, avec l'animation, etc. D'accord? Donc, quand j'ai double-cliqué dessus, il m'a ouvert un deuxième onglet où il m'affiche le métrage. Et pour lire le métrage, c'est dans la fenêtre du métrage qu'on peut le lire. Ce n'est pas cette tête de lecture qui est en bas qui correspond au projet. D'accord? Donc, le métrage étant là, je peux revenir sur ma compo finale, même fermer ce métrage là qui me gêne. Et voilà. Donc, le métrage est ici, je le mets dans la source. Et j'aurais dû faire en fait importer fichiers multiples, parce que j'en avais plusieurs à importer en fait. Ça m'évite de revoir le menu à chaque fois. Donc ici, je retourne un cran en amont et je vais chercher ma partie ambiante occlusion. Et pareil, séquence PNG, j'importe. Et là, il me redemande, il vient d'importer, quel autre métrage tu vas importer? En fait, je vais importer le reflet PNG, importer.
et terminé. D'accord? Donc, mes sources sont ici. Je les mets dans les sources. Comme ça, c'est proprement rangé si j'ai besoin. À tout moment, je peux y accéder sans aucun problème. Des questions jusqu'à présent? Bon, c'est pas compliqué ça, hein. Alors, ce que vous pouvez faire déjà, ceux qui ont fini, est-ce qu'il y en a qui ont fini de charger les images? Oui. Ce que vous pouvez faire déjà, c'est importer les sources dans After Effects. C'est fait aussi. OK. Alors, je vais vous montrer de toute façon, puis on va y aller étape par étape. OK. Ma compo finale, elle est là. Si je double-clique dessus, j'accède ici, c'est ma compo finale. Je vais mettre un fond, en fait. Je vais mettre un fond sur cette compo finale. Alors, je vais dans ma timeline ici, enfin, c'est ma, comment ça s'appelle ça? C'est la fenêtre où je vais composer tous mes calques qui vont venir s'empiler les uns sur les autres. Je vais faire un clic droit et je vais dire nouveau, tu vas me créer un solide. Un solide, où est-ce qu'il a passé? Parce que j'ai 3 écrans, hein, ça ne se voit pas, mais voilà, je cherche le menu à chaque fois en fait. Voilà, il ouvre cette fenêtre de menu et il dit voilà, le solide, ça sera le background. Voilà, mon background ici, ou le fond. Allez, on va mettre le fond. La largeur, je veux qu'il fasse la taille de la composition. Oui, j'ai créé la taille de la composition. Je veux qu'il fasse exactement la taille de la composition. Donc 1900 1080, pixels carrés, tout ça en est bon. Et le fond, je m'en fous un peu parce que je vais lui mettre un dégradé, mais on peut faire un fond gris neutre. Hein, voilà. OK. OK. Et ce solide, je vais lui appliquer un dégradé dessus. Donc, je vais aller chercher dans ma fenêtre d'effet qui est ici. Alors, si jamais vous n'avez pas les fenêtres, vous pouvez configurer ici dans fenêtre. Voilà, vous pouvez cocher fenêtre d'effet, etc. Et les fenêtres apparaissent en fait. Hein. OK, donc fenêtre d'effet, je vais aller chercher un dégradé. Dégradé. Alors, je me suis trompé. C'est pas celui-là. Autant pour moi. Bon, je ne l'ai pas là, c'est pas grave. Alors, je peux aller sur mon calque, faire un clic droit dessus. Et je vais chercher. Alors, il faut que je me rappelle où c'est. Tac, 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 tac. Voilà, c'est dans style de calque. C'est un peu la même chose qu'on trouve dans Photoshop. Style de calque, on doit avoir incrustation dégradée, logiquement, qui est ici. Voilà, où on va intégrer un dégradé dans notre scène. Ce dégradé, alors, vous voyez que le calque s'est déplié, en fait. Et l'incrustation dégradée, je le retrouve ici, au niveau des styles de calque. D'accord? Donc là, le calque s'est déplié, transformé, style de calque, option de fusion, incrustation dégradée. Et ici, j'ai les couleurs, modifier le dégradé. Voilà. Donc là, je vais pouvoir modifier mon dégradé et mettre les couleurs qui m'intéressent. Donc par exemple, ici, je vais partir sur la couleur qui est ici, là, que j'ai double-cliqué pour éditer. Je vais plutôt partir dans un bleu un peu plus nuit, par exemple. Ici, je vais... Alors, je peux copier le code couleur ici, là, et le coller dans le dégradé d'arrivée. Vous allez me dire que ça ne sert pas à grand-chose, mais ce que je peux faire, c'est rajouter un dégradé au centre, avoir couleur un peu plus claire, par exemple. On va prendre un bleu un peu plus gris. Voilà, par exemple, on peut faire un truc comme ça, voilà, légèrement avec un dégradé en haut et en bas. Le dégradé, il est linéaire, mais on pourrait lui dire de le faire radial. D'accord? Donc à ce moment-là, on peut le rééditer et modifier le dégradé. Mais moi, je vais le laisser sur linéaire. Voilà, je trouve que ça fait sympa. OK.
Une fois que c'est fait, alors, faites attention parce que dans mon chutier ici, j'ai un deuxième onglet qui vient travailler sur les effets qu'on ajoute au calque. Vous voyez, si j'avais rajouté un effet, je vais dire n'importe quoi là, voilà, ça là-dessus par exemple. Voilà. Vous voyez que les effets, je peux les éditer dans l'onglet effets. Mais si je veux revenir sur mon chutier, c'est le projet. Alors, ces menus, ils peuvent se séparer entre eux en fait. Hein. D'accord? Je peux le séparer et l'avoir directement à côté en fait. Mais bon, comme des fois c'est un peu galère quand il y a beaucoup trop de fenêtres, donc je vais le remettre s'il veut bien. Alors non, là je l'ai mis en fond dedans. Est-ce que je vais le mettre? Voilà. Je suis revenu, projet, effet. D'accord? Donc ici, je reviens sur mon projet et je vais aller chercher, par exemple, mes compos, ici. Mais avant d'intégrer ces compos dans ma composition finale, il faut que je les travaille, parce que rappelez-vous qu'il y a des couches différentes. Comme on avait vu dans Photoshop, il faut assembler en mode incrustation certaines de ces couches. Donc, ce que je vais faire, je vais recréer une autre compo en prenant directement ici mon média. Je prends et je glisse, je dépose sur l'icône Nouvelle composition qui est ici. Et du coup, il va créer un média, une nouvelle compo qui a exactement la taille de mon média. D'accord? Donc 1000 par 800, comme on l'a vu tout à l'heure. Et elle est là, la compo. Alors, je vais la décaler, je vais la remettre dans le compo. Elle s'appelle Urban Anime, en fait. D'accord? Et je vais pouvoir importer aussi là-dedans mon ambient occlusion que je vais déposer juste au-dessus du calque pour avoir mes deux calques superposés, vous voyez? Si je masque un calque, j'ai bien la partie couleur dessous et je rajoute l'ambient occlusion dessus. Et rappelez-vous que ce mode d'ambient occlusion, on a dit qu'on le passait ici en mode de fusion produit. Donc, il vient bien se superposer en mode produit à mon élément précédent. D'accord? Donc là, ça m'a permis déjà de créer une précomposition. En fait, c'est une compo qui me permet d'ajuster déjà mes deux calques. Et cette compo, je vais pouvoir la glisser dans mon truc final. C'est-à-dire que si je retourne ici dans mon projet final qui est ici, enfin dans ma composition finale qui est ici, où il n'y a rien, je vais pouvoir prendre la compo Urban Anime, qui elle-même est composée de plusieurs calques, la glisser, la déposer au-dessus du fond, bien évidemment, parce que si je la mettais au-dessous, on ne la verrait pas. Au-dessus du fond, parce que les calques, c'est par ordre de couche, donc ce qui est au-dessus, ça se voit, et ce qui est au-dessous, ben, ça ne se voit plus. Et ici, regardez, j'ai bien ma durée d'animation qui est ici. Il n'y a rien avant, il y a quand je vois l'animation, et après, il n'y a plus rien. Ce qui est normal, puisque la composition ne fait que, je crois que j'avais calculé, une centaine d'images, elle fait à peine 4 secondes. Non, 3 secondes en fait, je ne vais pas dire de bêtises. Elle fait 3 secondes et des poussières, pas tout à fait 4 secondes. Donc ça donne ceci. OK. Sauf que je vais avoir un problème. Donc je la supprime. Je vais avoir un problème parce que elle est trop courte, elle ne fait pas la durée de ma composition. Donc imaginez que je veuille que la maison ici, après ça, ça continue sur une image statique, une image fixe. Mais je vais avoir un souci. Alors, je vais revenir dans ma compo Urban Anime ici, et je vais dire en fait, ma composition finale, elle fait 30 secondes. Mon Urban Anime, il fait que, je ne sais plus combien, il fait 3 secondes et des poussières. D'accord? C'est passé, je vais modifier la taille de cette composition, là où j'ai assemblé les deux images. D'accord? Donc, je vais ici dans Composition, Paramètres de composition, et je réaccède de nouveau aux paramètres de longueur de composition. Et là, je vais lui rentrer, plutôt que de lui mettre 3 secondes, je vais lui rentrer 30 secondes. 0 frame en plus. OK. Et
Et là, regardez, je dézoome grâce à ce truc. En fait, il m'a rallongé ma composition. D'accord? Il m'a rallongé ma compo, mais il ne se passe rien pour autant. Hein. Rien de plus pour autant. Hein. En fait, ce que je vais utiliser maintenant, je vais utiliser dans cette composition l'image finale de ma composition, l'image finale de mon média, pardon. Donc, je vais venir zoomer un petit peu dessus. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'à partir de là, sur l'image finale, il ne se passe plus rien en fait. Je vois même qu'il y a un décalage dans mon ambient occlusion. Il doit manquer une frame quelque part. Vous voyez qu'il manque une image en fait. Ce n'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est juste ajuster, tiens, ma compo par rapport à cette dernière frame. Donc, je vais aller sur l'image finale. Donc, c'est celle-ci. Et je vais venir prendre la compo qui est là. Donc, ma compo couleur, en fait. Non, c'est la... Autant pour moi, c'est celle-là, la compo couleur. Voilà, je vais masquer l'ambient occlusion pour ne pas me tromper. Je vais prendre la compo couleur. Je vais aller sur la dernière image et je vais dupliquer. CTRL-D. Je vais dupliquer ce média. Et je vais faire un clic droit sur ce média et je vais dire en temps, tu vas geler l'image. Tu vas me geler l'image là où l'endroit, le curseur est placé. Donc, tu me gèles l'image. Et ce qui se passe, je vais masquer la compo qui est dessous. Quand je déplace la tête de lecture, regardez, l'image est figée. C'est comme s'il n'y avait qu'une seule et même image, mais il a figé cette image. Pourquoi j'ai fait ça? Bien, tout simplement, parce que ça va me permettre de faire ceci. Ça va me permettre déjà d'allonger à l'infini jusqu'à mes 30 secondes. Et surtout ici, de venir m'ajuster sur ma tête de lecture. Ça veut dire que quand je vais jouer ma lecture, il va me jouer l'animation et d'un seul coup, il va passer à la transition d'image fixe, là où il ne se passe plus rien. D'accord? Donc, ça me permet vraiment d'allonger ma compo avec une image finale qui est fixe. Alors, évidemment, s'il y avait des voitures qui bougeaient, etc., il faudrait calculer l'animation jusqu'au bout. Mais à partir du moment où il n'y a pas de mouvement, on peut figer une image et ça fait gagner du temps là-dessus. Il va falloir que je fasse exactement la même chose, vous avez compris, sur l'ambient occlusion. Parce que ici, regardez, j'ai l'ambient occlusion qui est ici activée, et d'un seul coup, elle disparaît. On voit le moment où elle disparaît, l'ambient occlusion. Donc, je vais faire exactement la même chose. Je vais sur l'ambient occlusion, CTRL-D. Je fais un clic droit sur ce nouveau média que j'ai copié. Je vais sur le temps et je fais geler l'image. Je tire mon média pour l'amener à 30 secondes. Et je tire celui-ci. Alors, en appuyant sur Shift, vous avez le magnétisme qui se colle. Ça vient se coller à ma tête de lecture. Ça évite d'avoir des images en trop, des images en moins. Parce que des fois, quand on zoome à une frame près, des fois, on est un peu décalé, comme ceci. D'accord? Et du coup, quand vous regardez l'image du haut, on a... Oui, c'est pas flagrant ici, là. Je n'ai pas assez décalé, en fait. Voilà, on peut être décalé. Vous voyez, on a pendant une fraction de seconde un scintillement qui montre qu'il manque une image, en fait. D'accord? Donc, je vais la caler comme ceci. Voilà. Je ne les ai pas calés vraiment au bout. Vous voyez, j'avais une erreur d'une image, en fait. Hein. Je vais vraiment les caler au bout. Voilà. Là, on n'a pas de scintillement, donc tout est OK. D'accord? Donc, maintenant, je retrouve dans ma compo mes 30 secondes de média, en fait, parce que je les ai rallongées avec des images fixes. D'accord? Et quand je reviens dans ma compo finale, je m'aperçois ici que la compo Urban Anime, où j'ai recomposé l'ambient occlusion et l'image d'origine, elle est toujours aussi courte. Sauf que comme je l'ai allongée de 30 secondes, si je prends le bord du média ici, je suis capable de la rallonger et de la ramener aux 30 secondes, puisqu'il y a matière de l'allonger maintenant. Et du coup, je me retrouve avec une image animée ici et la durée de cette image sur la longueur de ma composition. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris? Non, ça va? Non, en fait, moi, Non, c'est bon. ce que je ne comprends pas, c'est comment on s'est retrouvé avec une animation de 3 ou 4 secondes, alors qu'au début, on était à 250 frames. Non, parce que là, je vous ai donné, c'est pas, je les ai pas, effectivement, j'avais 250 frames, mais c'est pas ça que j'ai calculé.
D'accord. J'ai calculé moins d'images dans des cours précédents et c'est ça que j'ai utilisé en fait. Ok. C'était D'accord? juste pour 250, c'est pour être large en fait, c'est ça. On Oui, a j'ai dit. pris 250 points à large, mais j'aurais pu prendre plus court parce qu'en fait, ça ne sert à rien de calculer 250 images où il ne se passe rien. Oui, oui, j'ai bien compris. Oui, oui. Voilà, donc si c'était animé sur 50 ou 60 images, j'ai calculé 65 images pour être sûr voilà, d'avoir le créneau. OK? Ok, ça marche. Donc, du coup, j'obtiens ceci. Mais je me dis, ce qui serait bien, c'est peut-être d'avoir. Vous savez ce que je vous disais, c'est que comme c'est de l'isométrique, regardez déjà ce qui est intéressant, comme c'est de l'isométrique, ben, je peux dupliquer ce calque Urban Anime. Et regardez, si je le place, alors le calque qui est en arrière-plan, si je le place derrière, regardez, comme c'est de l'isométrique, mais je peux répéter ça à l'infini et j'aurai pas. J'essaie de caler proprement. Voilà. J'ai pas de problème de perspective. Vous voyez, j'ai aucun problème de perspective puisque je suis en isométrique en fait. Bon, hormis le fait que ça se rentre dedans, mais c'est intéressant aussi quand même. Voilà, j'ai aucun problème d'isométrique. Et ce, quel que soit le côté où je le mets en fait. Hein. D'accord? Donc là, il faudrait, bien évidemment, si je le mets là, il faudrait que le calque que je déplace, il repasse par-dessus, parce qu'il vient en premier plan, en fait. D'accord? Au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je me dis, je ne veux pas que ça apparaisse comme ça. Vous voyez qu'il y a un problème. Là, ça apparaît d'un coup, un carré comme ça. Moi, je veux peut-être que ça apparaisse avec une échelle. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait sous 3ds Max, parce que ça, je peux le faire sous After Effects, en bien plus rapide, sans temps de calcul, etc. Je vais m'approcher de ce calque et quand je regarde ce calque, je m'aperçois qu'il a un point de pivot. Si je vais sur ce calque ici et que j'appuie sur S, comme Scale, je vais développer la piste échelle de mon calque. Vous voyez, en appuyant sur S, je développe la piste échelle. Si jamais vous ne voulez pas appuyer sur S, mais vous développez la piste ici, vous allez sur les transformations et on va retrouver l'échelle ici. D'accord? Mais moi, je n'ai pas besoin de tout ça. J'appuie sur S, ça développe que la piste échelle. Et là, je peux changer homothétiquement cette échelle. Mais regardez comment se fait l'échelle. L'échelle, elle se fait par rapport au point de pivot du calque. Et vous voyez que le point de pivot du calque, il est là. Sauf que moi, je veux que l'échelle de ça se fasse par rapport au centre de l'objet et pas du calque. Donc, je vais aller chercher l'outil. De temps en temps, j'ai ma souris qui rame. Je vais aller chercher l'outil ici d'édition du point de pivot, de déplacement du point d'ancrage. Le point de pivot, c'est la même chose. Et je vais venir déplacer manuellement ce point de pivot pour le centrer à quelque chose près ici, au centre de mon calque, donc au croisement de ces lignes en fait. Hein, d'accord? Donc je centre ce point de pivot. Et une fois que c'est fait, je reprends l'outil sélection d'After Effects. Maintenant, quand je vais faire mon échelle, vous voyez que l'échelle se fait bien par rapport au centre de l'objet. Enfin, c'est une illusion, hein, c'est parce que j'ai déplacé le point de pivot, mais on a l'impression qu'il se fait bien par rapport au centre de l'objet. Donc, ce que je vais faire, à l'image 0, je vais placer cette échelle à 0%. Je n'aurai rien, en fait. D'accord? Alors, pourquoi je le fais sur ma composition Urban Anime et je ne le fais pas sur mes calques? Parce qu'il faudrait que je le fasse sur tous les calques à chaque fois ce que je suis en train de faire. Que là, c'est plus simple de le faire sur la composition qui agit du coup sur tous les calques en même temps. D'accord? Hein, si j'édite cette composition, je vous rappelle qu'elle est composée de tout ça. Donc, si je faisais une échelle, il faudrait que je le fasse sur tous en même temps, etc. etc. Donc là, je préfère le faire au niveau compo. Et je vais déplacer ma tête de lecture, aller sur 1 seconde ici. Et je vais activer le petit chrono. C'est l'équivalent de enregistrement sous Max. Vous vous rappelez, quand je cliquais sur clé automatique, mais c'est la même chose. Sauf que là, quand je clique sur clé auto, quand je clique sur chrono, il me crée directement une clé. Il me crée une clé à cet endroit-là pour dire que l'échelle est à 0%. Moi, je me laisse toujours une marge de manœuvre. On ne commence jamais une compo par directement l'animation. Donc, je me laisse 1 seconde de marge de manœuvre. À partir de là, je crée une clé à 0%. Je vais sur la 2e seconde. Et là, je me dis, tu me fais une clé à 100%. Donc, j'ai bien une interpolation de calque qui s'affiche comme ceci et qui apparaît directement. Sauf que le problème, vous avez vu que j'ai déjà bouffé
le temps que l'échelle se fasse, j'ai déjà bouffé pas mal d'animation. D'accord? J'ai déjà bouffé pas mal d'animation. Donc la solution serait déjà de rapprocher un peu les échelles ici et de repointer les échelles en début d'animation du calque. Et du coup, je pourrais décaler ce calque entièrement ici. Ce qui fait qu'il se passe rien pendant une seconde. Et là, j'ai mon plan qui grandit et j'ai l'animation qui se fait. C'est juste où vous disposez vos calques. Alors, ce n'est pas grave que j'ai rogné l'arrière du calque là-bas de 1 seconde, parce que c'était une image fixe où il ne se passait rien. Si j'ai besoin, ben, j'agrandirai la compo, etc. Donc voilà, moi, ce que je vous propose déjà, c'est de charger vos médias, de faire ce que je viens de faire, un fond, d'intégrer vos médias, de les composer et de faire au moins 7 effets d'échelle sur votre composition. D'accord? OK pour vous? Ça va. Ok. Allez, ça marche. Je vous laisse 10-15 minutes pour le faire. Je vais peut-être me faire un café en attendant. Et ce que je vais faire, je vais suspendre l'enregistrement, puis qu'il ne se passe rien. Et voilà, Merci. je t'en prie. Donc, j'ai laissé un trou d'1 seconde ici. Je vais prendre ces 2 calques et je vais dupliquer. CTRL-D. Je les décale pour les mettre ici. D'accord? Et je vais venir me caler sur la première image de mes calques, qui est celle-ci en fait. Qui est celle-ci. D'accord? La première image. Je prends mes 2 calques et je fais temps, pardon, geler l'image. Du coup, ça gelait l'image, j'ai plus qu'à raccorder mes 2 images gelées à mes 2 débuts de calque suivant. Et regardez, j'ai bien gagné 1 seconde où il ne se passe rien. Et là, j'attaque dans la foulée. D'accord? Vous voyez qu'il y a des trucs qu'on peut régler sous After Effects. Donc là, c'est bon. Je retourne à ma compo finale qui a été mise à jour, logiquement. Donc ici, j'ai bien ma pause d'un certain temps. Et après, ça se joue. Alors, je suis très zoomé là. Voilà. Donc, j'appuie sur lecture. Vous voyez, c'est même un peu. Alors, je vais du coup pouvoir réécarter un peu mes clés. Voilà. C'est même un peu trop. Il y a trop de pauses en fait. Hein. Alors, je vais regarder où se situent mes pauses. Voilà, à partir d'ici, en fait. D'accord? Donc, je suis ici. En fait, ce qui veut dire que je peux décaler un peu mes clés pour que cette partie d'animation, je ne la vois pas, en fait. C'est la partie gelée, vous voyez? Et du coup, j'ai réduit ma pause. Ce qui veut dire que ça, je peux l'ajuster ici, puis remettre tout ça à 1 seconde, en fait. Ce qui me donne ceci. OK? Ok, merci. Pauline, ça va? Ça va. C'est moins la misère que la 3D quand même. Hein? Oui, ça va. Oui, c'est vrai. Julie? Julie, ça va? Oui, ça va. C'est juste que mon ordi est assez lent avec After Effects, mais Ah. j'arrive un peu à suivre. Il faut avoir que ça d'ouvert. Hein? Ouais. Oui, les ordis dans vos cursus, c'est important. Du coup, c'est un peu con, mais je comprends que c'est pas évident. Louis, tout va bien? Oui, ça va bien. Faudra juste que je fasse le dégradé. Normalement, c'est bon pour le petit tourniquet, là, enfin Alors, pour l'échelle. moi, après, on s'en fout. Vous n'êtes pas obligé de refaire ce que je fais. Je vous montre des trucs petit à petit parce que j'ai des objectifs pour passer par telle étape ou telle étape. Mais vous, c'est que vous appropriez ces outils-là et que vous faites à votre sauce à vous. Hein. S'il n'y a pas un dégradé derrière, c'est pas grave. S'il y a d'autres couleurs ou machin, ça n'est que mieux. Personnalisez vos projets, hein, d'accord? Ah oui, il n'y a pas de souci. C'est juste que là, Voilà. je m'entraîne un peu. Mais parce que ça fait longtemps que je n'ai plus touché After. Mais du coup, je voulais. Ah oui, voilà, parce qu'en fait, moi, c'est marqué en frame, mais c'est pas marqué en secondes en haut de la timeline. Ici, là, Ouais, enfin, non, même là, en fait, ouais, c'est pas.
En fait, là où il y a la timeline, en fait, même à droite, en fait, là où ça circule, ici en haut, c'est marqué, c'est des frames, en fait. Ici, là, c'est des frames. Ça se Ouais. configure, ça. Hein. Alors, sincèrement, je ne me rappelle plus, mais paramètres de la compo, ça doit se configurer quelque part. Cadence image par seconde. Avancer. Non, c'est pas là. Je ne me rappelle plus où ça se règle. Mais ça se règle dans les préférences Essaye des de interfaces, je monter la pense. timeline, Je pense, peut-être. hein. Préférences. Super. Voilà, c'est là. Il me semble que c'est tout con. C'est dans un coin. Toc, toc, toc. Ici, là. Peut-être. Afficher, signaux. Non. Je ne sais plus où ça se. Sincèrement, je ne m'en rappelle plus. Un coup de Google, tu as la réponse. Hein. C'est oui, une version. Il me semblait que c'était là. Clic droit, ça ne marche pas. Ah, voilà. Il faut cliquer en appuyant sur CTRL. Voilà. Tu cliques en appuyant sur CTRL, tu bascules d'une à l'autre, en fait. D'accord, parfait, merci beaucoup. Ok. Et c'est marqué en plus. Bon, après, ça a évolué, parce qu'il y avait, logiquement, il y avait un petit truc à côté, mais là, c'est les dernières versions, la 2020. Là. Ils ne sont pas très cohérents en transversalité entre leurs différents logiciels Adobe, entre After Effects, Photoshop. Encore After, Photoshop, ça se ressemble pas trop mal, mais Illustrator, c'est la misère. Ok, donc ça, c'est bon. Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que le truc apparaisse en l'air et puis qu'on le fasse tomber avec un temps de pause, c'est-à-dire qu'on a échelle, temps de pause, rotation, temps de pause, et ça tombe. D'accord? Alors, on va déterminer à l'endroit où il a fini sa rotation. C'est à peu près ici, en fait. Alors, comment déplacer ma tête de lecture image par image? Vous appuyez sur CTRL et vous déplacez les flèches. Vous cliquez sur les flèches au clavier, droite ou gauche, et regardez, je peux déplacer d'image par image. Alors, je vais m'afficher à 100%. Voilà, je peux déplacer image par image pour voir où s'arrête ma dernière animation. Voilà, là, il ne se passe plus rien. Donc, c'est là que ça finit. Donc, ici, je me dis, je vais créer ma clé en position ici. Je vais créer, alors j'appuie sur P pour développer ma position, et je vais créer une clé en position ici. En fait, ça, c'est sa position finale. Sauf que là, je suis à la fin de la rotation. Donc, je vais décaler un peu ma clé. Je décale ma clé de position, ici, par exemple, et là, je déplace en position verticale. Alors, j'appuie sur Shift pour garder la verticalité. Hein, d'accord? Ça veut dire que j'ai interpolé entre les deux, en fait. D'accord? Vous voyez que j'ai interpolé entre les deux. J'ai travaillé un peu à l'envers parce que je sais que c'était la fin de ma rotation. Regardez. Échelle, pause, rotation, pause, et je tombe. C'est ce que je voulais, en fait. Hein, d'accord? Donc, je vais rapprocher un peu mes clés pour que ça tombe un peu plus vite. Alors, ça donne ceci. C'est un peu mou du genou, mais c'est pas grave. On va l'accélérer, ça. Hein. OK. Alors, comme dans Max, on peut mettre des amortis de départ et des accélérés de départ et des amortis d'arrivée. Alors, je peux vous montrer ici.
Alors, si j'appuie, regardez, je sélectionne mon calque, j'appuie sur U, ça va développer toutes les pistes animées. Donc, s'il n'y a que 4 pistes d'animées sur votre calque, ça va développer les 4 pistes. S'il n'y en a qu'une, ça va développer qu'une piste. Donc ici, voilà, j'ai 2 pistes animées, échelle et position. On s'aperçoit que la rotation entre les deux, elle est super longue. Ouais, il faudrait que ça tourne beaucoup plus vite. D'accord? Du coup, on va percevoir les mouvements. Ouais, il faudrait que ça tourne aussi vite que ça, en fait. Voilà, ce serait sympa. Donc, ça veut dire qu'on remettra un remappage temporel tout à l'heure. Ce qui est intéressant, je réfléchis 2 secondes, on peut le mettre aussi dans la source, en fait. On verra. Donc ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre les amortis, en fait. Donc là, je me dis, il y a une échelle. Ça serait bien peut-être sur cette clé-là de trouver un amorti à l'arrivée. Si je développe ici, mais un peu, c'est comme l'éditeur de courbes, le courbe d'animation qu'on a dans Max. Vous voyez, si je sélectionne ici mes courbes d'animation, ben, je m'aperçois que j'ai des courbes linéaires. Je n'ai pas d'amorti. Par défaut, il n'en met pas. Par contre, je peux lui mettre des amortis, moi. Et regardez, je vais repasser en mode normal et je vais dire, voilà, cette clé-là, je fais clic droit dessus, assistant d'image clé, et je mets lissage à l'approche. C'est-à-dire qu'à l'approche de la clé, il me fait une décélération. D'accord? Donc, je clique sur lissage à l'approche. Et regardez, la clé, elle se met un peu en accent circonflexe ou en parenthèse. Ça veut dire qu'il y a un amorti. Et ça, je peux vous le montrer sur la courbe qui est ici. Tout à l'heure, où elle était linéaire, on s'aperçoit qu'ici, j'ai un amorti sur cette partie-là, vous voyez? Et les poignées sont réglables. Si je retourne en mode normal, je me dis qu'ici, il y a toujours un amorti, une accélération au départ. Donc, je sélectionne cette clé-là, clic droit, assistant d'image clé, lissage à l'éloignement de ma clé. C'est-à-dire que je lui mets une accélération à l'éloignement. Donc, elle est ici. Enfin, ce n'est pas une accélération à l'éloignement, c'est-à-dire que je commence à avoir une vitesse progressive et pas tout à fait linéaire. Et à l'arrivée, comme c'est un choc sur le sol, je ne mets pas d'amorti par contre. Ça vient s'arrêter net sur le sol. Si jamais vous tombez du 3e étage sur le sol, il n'y a pas quelque chose qui vous amortit avant le choc, hélas. Donc là, ça donne ceci. Voilà, on a une très légère accélération, c'est à peine susceptible, mais quand on va accélérer le mouvement, ça va être bien flagrant. Donc ensuite, je vous disais que entre cet espace-là et cet espace-là, c'est long la rotation. Ça ne va pas avec la cadence que je veux lui donner en fait. Donc j'ai toujours possibilité d'accélérer l'image. Il est plutôt conseillé d'accélérer un média que de le ralentir, parce que le ralentir, vous perdez des images. Donc ça, si vous avez prévu un ralenti, il faudra peut-être calculer plus d'images par seconde que les 25 images par seconde standard. Il faudra peut-être passer à du 50 ou 60 images secondes ou 80 images secondes pour pouvoir utiliser ce ralenti comme il faut. Parce que si vous ne faites pas ça, si vous ralentissez trop un média, vous allez avoir des saccades. Sachant qu'il y a des plugins qui permettent vraiment de faire des beaux ralentis, mais bon, ça se voit que ce n'est pas des vrais ralentis à la captation. Hein. D'accord? Donc ici, je me dis, entre ça et ça, j'ai à peu près 4 secondes, 3 secondes et quelques, ça serait bien que je ramène ça à 1 seconde et demie. D'accord? À peu près. Donc, est-ce que je le fais sur ce média-là ou est-ce que je le fais sur ma compo, ici, Urban Anime? Est-ce que je le fais ici directement? Alors, ici, j'ai les 2 médias qui sont bien pour le faire, en fait. J'ai ces deux-là. Il correspond à ça, en fait. Donc, je pense que je vais mettre mon remappage temporel ici. Et regardez comment ça marche. Alors, je vais en faire qu'un à la fois pour vous montrer. Je vais faire clic droit temps, ça concerne le temps, et je vais faire activer le remappage temporel. Et là, After Effects me met une clé d'entrée et une clé de sortie sur le remappage temporel. Ça veut dire que c'est entre ces 2 clés que va s'écouler le temps normal de mon média. Sauf que avec la théorie de la relativité, on peut comprimer le temps maintenant. Donc regardez, si je prends cette clé-là et que je l'amène, on va dire, à 1 seconde et demie, c'est-à-dire par là, si je l'amène ici, eh bien, toute l'animation de mon média, alors je vais masquer les calques qui sont au-dessous pour pas que ça vous perturbe.
toute l'animation de mon média va se jouer entre ces deux clés maintenant. D'accord? Du coup, ça veut dire qu'à partir de là, j'ai une image statique qui va rejoindre sur l'autre image statique. OK? Je vais faire exactement la même chose sur le calque du dessous. Instant. Activer le remappage temporel. Je me colle sur la première clé du début parce que vous comprenez qu'il faut qu'ils soient synchronisés les deux. Et là, je réactive mes clés ici. Et je jette un œil. Voilà, on a quelque chose de beaucoup plus dynamique. Vous voyez, regardez. Alors, vous allez me dire, pourquoi ça te fait chier animer les trucs qui se mettent en place? On s'en fout. L'œil, il enregistre des mouvements. On voit qu'il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui se met en place. D'accord? Donc ici, je retourne dans ma compo finale. Et là, du coup, regardez, j'ai ma rotation beaucoup plus rapide, puis il ne se passe rien avant que ça tombe. Ben, j'ai qu'à me recaler à la fin de ma rotation. Alors, j'ai un petit décalage, vous avez vu? J'ai un petit décalage ici que je vais surveiller. Pourquoi? Il est là, mon décalage. Ah oui, je sais pourquoi. En fait, j'ai moins d'images sur mon ambient occlusion que ce que j'en ai sur lui. Donc du coup, ce petit décalage, alors je vais juste déplacer ma clé pour essayer de rattraper ce décalage en fait. Je vais essayer de déplacer ma clé sur mon ambient occlusion, ici, pour recaler, mais je pense que je n'arriverai pas à le recaler. Hein. Ouais, je ne peux pas le recaler en fait. Hein. Ok, alors on va faire ça différemment. Donc du coup, je ne vais pas faire mon remappage temporel, c'est parce qu'en fait, j'ai une différence d'image. Je n'ai pas le même nombre de frames sur l'ambient occlusion que ma truc final. Donc du coup, ça pose un problème. Donc je vais désactiver le remappage temporel. Voilà, il suffit que je retourne dans le temps et désactiver. Donc c'est très bien, comme ça, je vous montre la manip. Donc je vais garder comme j'étais au départ. Donc là, j'ai plus de décalage, logiquement. Vous voyez, comme il y avait moins d'images, il recompresse le temps et du coup, il y a un décalage. C'est tout à fait logique. La solution serait que je supprime peut-être, vous voyez, j'ai 109 images. Il faudrait peut-être que je supprime une image ici. Bon, c'est pas grave, je vais vous le montrer en le mettant dans la compo finale. Ici, en fait, je vais prendre Urban Anime ici, clic droit, temps, activer le remappage temporel. Et regardez, il me crée une clé à partir d'ici. C'est normal parce que le média, il part d'ici, en fait. Hein, vous vous rappelez? Il part d'ici, le média. Hein, je l'avais raccourci un petit peu. Hein. Il me crée une clé ici et une clé plus loin que je ne vois pas parce que j'ai décalé. Voilà, j'ai décalé, je l'ai fait sortir de la compo. Donc, je vais modifier mes paramètres de composition ici. Paramètres de composition. Et je vais lui dire, tu m'affiches, allez, 5 secondes de plus à la louche. OK. Ce qui me permet maintenant d'afficher la fin de mon média avec la clé de fin. Donc, entre cette clé-là et cette clé-là, va se dérouler l'animation à la vitesse normale. Sauf que moi, je viens ici, c'est entre cette clé-là, ici, et cette clé-là qui a la rotation, c'est là que je veux compresser ma rotation. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais me caler sur cette clé-là, ici, par repère, et je vais dire au remappage temporel, ici, je vais sur la partie gauche, je clique, et je viens rajouter une clé qui ne fait rien, qui fait juste marquer la clé à cet instant-là que le mappage temporel il est de tel truc, c'est-à-dire conforme à ce qu'il est au départ. Sauf que je vais faire la même chose ici, ajouter une clé manuelle, et regardez ce que je vais faire. Je vais tout simplement prendre les deux clés de remappage temporel qui sont là, et je vais les décaler vers la gauche. En fait, je vais réduire l'espace qu'il y a entre les deux. Cet espace correspond à ma rotation. Excusez-moi, je regarde là parce que vous êtes là, mais c'est là que je dois regarder. Et ici, voilà, je les mets à peu près à une... Alors là, ça fait une seconde. Je vais les mettre à peu près ici. Voilà. Ça, je peux toujours l'allonger et le remettre au bout, puisque c'était une image gelée. Rappelez-vous, il n'y a aucun problème. Et ici, du coup, la clé qui devait correspondre à la fin de rotation, ça ici, il faut que je le décale et que je le ramène ici, au niveau, à l'aplomb de l'autre clé du dessus. Et regardez, j'ai bien
mon apparition, ma rotation qui est accélérée et la chute. Je vous le passe en temps réel. Vous voyez? J'ai redéfini j'ai fait différemment. Tout à l'heure, j'avais juste le segment que j'ai recalé au niveau du timing temporel. Là, j'ai découpé, j'ai rajouté 2 clés pour limiter l'espace entre ces 2 clés. Est-ce que vous avez compris ou pas? C'est peut-être un peu ardu, c'est compliqué à expliquer. Ça va ou pas? Oui, oui, ça va. Ça va, oui. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés par rapport à ça? OK. Il est où mon Paint? Il est là. Donc ici, je vous remontre ici, si j'ai une échelle de temps qui part ici à 0, j'ai le temps qui s'écoule vers là à, je ne sais pas, je vais dire 5 secondes. D'accord, c'est le temps. J'ai une clé de départ, je vais mettre une clé de remappage temporel ici, et je vais mettre une clé de remappage temporel ici. Imaginez que j'ai un instant ici dans mon animation, celui-là, qui est trop long. Il fait 2 secondes, par exemple, on va dire, il fait 2 secondes. Il est trop long sur mes 5 secondes, cet instant-là. Donc, je vais créer à l'aplomb de la partie que j'ai identifiée, du segment que j'ai identifié, je vais créer des clés manuelles. D'accord? Ici, ici. Donc, ici, j'ai la clé 1, la clé 2, la clé 3 et la clé 4. Là, on est sur le remappage temporel, hein, remapper le temps. Hein. Donc ici, cette animation me convient très bien, ce temps-là me convient très bien, ce temps-là me convient très, très bien, mais c'est plutôt celui-là qui ne me convient pas. Celui-là ne me convient pas, trop long. Eh bien, je vais prendre cet espace de temps que je vais réduire. Donc, ça va donner ceci. Je vais toujours avoir ma clé 1 ici, ma clé 2 ici, pour conserver cet espace de temps qui va bien. La clé 3, je vais la décaler ici, par exemple. Et l'espace de temps qui est entre la clé 3 et la clé 4, je vais le respecter aussi. Ça sera le même. Je vais simplement prendre ces 2 clés que je vais décaler un peu vers la gauche. Du coup, le temps initial qui n'était pas bon, eh bien, il devient bon parce que j'ai raccourci cet espace, ce laps de temps ici. D'accord? Donc, c'est un peu ce que j'ai appliqué à mon motion design ici. Donc, ça donne ceci. Alors, du coup, je vois que la chute, elle est un peu lente aussi. Je vais rapprocher un peu ma clé ici pour la faire un peu plus rapide. Hop, ça donne ceci. Voilà, c'est parfait. Donc, ça donne ceci en... Voilà. Alors, une fois que c'est fait, ici, j'ai fait beaucoup de choses. Vous voyez que là-dedans, j'ai fait beaucoup de remappage, etc. Il y a des clés partout, etc. Donc, pour l'instant, elle ne me gêne pas. Ce que je peux faire, regardez, je vais travailler. Tout à l'heure, je vous parlais de reflets, en fait. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des ombres aussi, des ombres de contact, etc. Donc, je me dis, ici, voilà, j'ai mon calque qui vient se poser à ce niveau-là. Voilà, avec contrôle flèche. J'essaie de trouver la fin de l'animation. Voilà, c'est ici. La fin de l'animation est ici, en fait. D'accord? Donc, je vais faire ceci. Regardez, je vais créer un nouveau calque, par exemple, une forme, par exemple, une forme vectorielle avec la plume. Je vais prendre l'outil plume, tiens. Ici, j'ai mes couleurs. Alors, je vais prendre pas de contour. Donc, je clique sur contour ici. Pardon. C'est comme Photoshop ou Illustrator. Hein. Je clique sur contour ici. Logiquement, si je trouve la fenêtre, voilà, elle se barre toujours là-bas, je ne sais pas pourquoi. Je ne mets pas de contour. OK.
La couleur de fond, bah, je vais mettre, on va le mettre un bleu marine un peu profond. Là. Voilà. OK. Avec ma plume, je vais venir dessiner de ce coin à ce coin, à ce coin. Je vais essayer de deviner où se situe l'autre coin. À peu près ici et là. Et je viens fermer ma forme comme ceci. D'accord? Voilà mon calque de forme. C'est un calque vectoriel. Je vais le renommer. Il faut faire entrer pour renommer un calque. Hein. Je vais l'appeler ombre. Et comme c'est une ombre, je vais la placer sous Urban Anime. D'accord? Et là, je me dis, voilà, super. J'ai une ombre qui est là. Sauf que ça va être compliqué pour moi de la faire tourner, cette ombre, puisqu'elle est en 2D. Je peux la faire tourner, mais je vais me prendre la tête. Alors, je vais faire une astuce, en fait. Je vais me dire, en fait, mon objet est trop loin pour projeter une ombre. Et je vais dire que l'ombre commence à apparaître dès qu'il se rapproche du sol. Donc, ça veut dire ici, à partir de là, quand il a fini de tourner, donc ici, et qu'il va commencer, voilà, dès qu'il a fini de tourner, voilà, et qu'il va commencer sa chute vers le sol, voilà, à partir d'ici, en fait, je vais dire que mon ombre, elle a une opacité à 0% pour l'instant. Donc j'appuie sur T, alors c'est pas O, opacité, c'est T, je sais pas pourquoi, c'est transparence en fait. Et je vais mettre cette ombre à 0%. D'accord? Et je vais créer, activer le chrono pour qu'il me crée une clé à 0% à cet instant-là. Et dès que mon objet va toucher le sol, ici, je vais mettre une clé à opacité. Allez, on va faire une ombre un peu moins. Alors, on va mettre 100%, allez. OK, pour tester. Et regardez ce qui se passe. Dès que l'objet se rapproche du sol, alors c'est peut-être un peu rapide. Je peux peut-être décaler un peu, ou alors mettre un peu moins d'opacité sur cette clé-là. Vous voyez, en double cliquant sur la clé, je peux activer et éditer sa valeur, en fait. Je vais la mettre à 60%. Mon ombre est un peu présente, en fait, je trouve. Je veux juste, voilà, juste qu'on suppose qu'il va toucher le sol. Voilà. OK? Et pourquoi l'ombre? Pourquoi l'ombre, elle apparaît plus vite que ce qu'on a l'impression que l'objet tombe? Parce que rappelez-vous que l'objet, je lui ai mis une accélération au départ. Vous vous rappelez? J'ai mis une accélération de mouvement. Je vais faire pareil pour l'ombre. Je sélectionne cette clé-là, je fais clic droit, instant, assistant d'image clé, pardon, lissage à l'éloignement. Et du coup, vous voyez que mon ombre, elle aura une accélération dans sa transparence, en fait, qui correspond un peu à l'accélération du mouvement de l'objet. Donc, c'est un peu plus fluide, un peu plus joli. Et ensuite, ce que je pourrais rajouter qui pourrait être sympa, c'est-à-dire un objet, quand il est en l'air, il diffuse une ombre un peu floue. Et l'objet, quand il est au sol, l'ombre, au plus il se rapproche du sol, au plus l'ombre est nette. Voilà, c'est des petits détails qui peuvent être sympas. Donc, je vais rajouter un flou sur cette ombre. Ici, regardez, je vais rajouter un blur, c'est un Gaussian, un flou gaussien. Ici, je tape flou gaussien. Je prends, je dépose sur mon ombre. Alors, si le trait me gêne, je peux cliquer logiquement sur ici, activer, désactiver les traces, les masques et les masques. Et logiquement, ça disparaît, ça me permet de voir ce qui se passe. D'accord? Donc, j'ai sur mon ombre, on voit que j'ai bien l'effet de flou gaussien. Là, j'étais dans le projet, je passe dans l'effet. Le calque, il a bien un effet de flou. Je peux augmenter ce flou, regardez. Flouter. Voilà, on va le flouter, peut-être pas tant que ça. Voilà, on va le flouter à 20. Oui, c'est 20, la valeur de 20. Voilà, ça me plaît pas mal. Et je me dis qu'ici, le flou est à 20. Donc, je clique sur le chrono pour mettre une clé. Sauf que là, je ne la vois pas. Parce que le flou, la piste floue n'est pas développée. Donc, si j'appuie sur U, ça développe la piste et je vois bien que là, il y a une clé sur le flou à valeur 20. Je déplace ma tête de lecture pour aller ici et je mets le flou à 0%. Donc, ça va être très subtil, mais c'est un effet qui peut être sympa.
voyez, c'est très subtil, mais l'effet peut être sympa. Donc, ça donne ceci. OK? Alors, je m'aperçois quand même que mon masque, il dépasse un peu là. Ce n'est pas un souci, hein. Je suis toujours à même de sélectionner mon ombre, d'activer le masque ici et de reprendre mon outil plume, ce qui va me permettre ici de modifier. Alors, je clique une fois et de modifier mon sommet pour l'ajuster proprement. Barre d'espace pour me déplacer. Je vais modifier mon sommet et l'ajuster proprement ici. Voilà, que ça ne dépasse pas trop. Voilà, c'est beaucoup plus joli, comme ceci. D'accord? Ensuite, je vous ai envoyé dans... J'ai une Oui, question. pardon? Oui. Comment on s'y prendrait pour faire tourner l'ombre si elle est en 2D? Si elle est en 2D, il faudrait, alors pour la faire tourner en 2D, on peut faire des calques 3D dans After Effects. On peut faire des calques 2D et les passer en 3D avec l'option ici 3D, et on pourrait faire tourner Ouais. le calque sur lui-même. Ok. Mais il faudrait l'orienter de la même façon et le faire tourner à la même vitesse. Bon, c'est le cas. On peut le faire, hein, il n'y a pas de souci, mais ça demande un peu plus de temps. Ça, c'est dans la version un peu poussée, mais on peut le faire, on pourrait le faire. Mais je vous montre qu'on peut tricher aussi et faire croire Ah oui, que... non, la technique, elle est bien là, du coup. Ok. Donc, du coup, donc j'obtiens ceci. Et je vous ai envoyé logiquement, dans vos métrages, je vous ai envoyé, je l'ai vu, je vous l'ai montré tout à l'heure, un reflet.png. Vous vous rappelez? Mais regardez, ce reflet, je vais l'intégrer dans ma scène. Il est, je l'ai mis sous le fond, autant pour moi. Et regardez, il est là, il vient se caler pile poil. Regardez, c'est bien ça. Le reflet, pardon, excusez-moi, je prends l'outil de déplacement. Le reflet, il est là en fait. Dans Max, j'ai calculé exactement l'aplomb en reflet inversé de ma truc. Il est là. Et je lui dis, putain, ça peut être sympa ça, de se dire, en fait, je vais le décaler légèrement vers le bas, puisqu'un reflet, ça va tout refléter en fait, hein. Je le décale avec mes flèches légèrement vers le bas. Voilà, là, c'est pas mal. Et je me dis, ça pourrait être sympa que le reflet apparaisse aussi de la même façon, sauf que j'aimerais un reflet un peu plus diffus peut-être. Alors, vous avez compris que, regardez, si je mets un flou gaussien sur ce reflet, là, pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir un effet miroir quand même, hein. Alors là, je viens de rajouter un flou. Je vais rajouter aussi un remplir, un remplissage. Ça remplit avec une couleur, en fait. Alors, reflet, j'aurais mis remplir. Vous voyez, ça, là, j'ai mis du rouge, mais je pourrais changer et repasser dans une espèce de bleu un peu plus profond. Voilà. J'essaie de trouver voilà, c'est pas mal. OK. Et je me dis, bon, ben, du coup, toc, 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 toc. Je cherche, voilà, ça c'est l'opacité. Je me demandais si je pouvais pas régler le mode de fusion. Alors je réfléchis 2 secondes. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Je vais juste masquer, remplir ça ici. Et je vais dire, regardez, si je rajoute du flou, en fait, on a l'impression que la matière sur laquelle il vient se rendre, il n'est pas, c'est pas un truc très lustré. Par contre, ce qu'il faut savoir dans les lois de la réflexion, en fait, c'est-à-dire que si vous avez un miroir dessous, ben, ça reflète parfaitement à la perpendiculaire, enfin, dans l'axe. Et si vous avez quelque chose de moins lustré, ben, c'est-à-dire qu'il y a une atténuation. Il y a une atténuation qui se fait dans la profondeur de réflexion, en fait. Et cette atténuation, si je prends ce choix-là, regardez, je peux demander sur mon reflet, par exemple, je vais faire un masque. Donc, j'ai sélectionné mon reflet, je prends l'outil rectangle. Le fait de prendre l'outil rectangle sur un calque, ça crée ce qu'on appelle un masque, en fait. Vous voyez, ça crée un masque. Je suis en train de créer un masque qui vient afficher, en appuyant sur barre d'espace, je le déplace, hein, comme dans Photoshop, qui vient afficher ou masquer mon calque. D'accord? Donc, je vais le masquer un petit peu comme ceci. Masquer un petit peu comme ceci.
Et dans les propriétés du masque, ici, regardez, il s'est créé ici mon masque, sur mon calque, sous mon calque. Je peux avoir un contour progressif du masque. Et regardez, je peux lui donner une progressivité de réflexion, en fait. Et du coup, j'obtiens quelque chose qui est moins réflectif sur les bords ou vers l'intérieur, etc. Et du coup, on peut obtenir un truc un peu sympa, un peu glossy, vous voyez. Donc, il y a plein de choses à faire. Si je rajoute mon remplissage là-dessus, remplir, je réactive, ben, non seulement ça reflète pas très bien, mais ça bouffe aussi un peu la lumière, la couleur. D'accord? Donc, ça change de matière aussi. Ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est plutôt un masque qui suit la forme de ça, hein, je pense. Là, je l'ai fait à l'arrache, mais je vais l'enlever. On va tester avec autre chose qu'un masque rectangulaire. Regardez, je sélectionne sur mon reflet, je prends l'outil plume qui va me dessiner un masque aussi. Donc, je vais faire ça, comme ceci. Alors, à tout moment, je peux resélectionner un sommet et le déplacer, en fait. Hein, d'accord? C'est comme Illustrator, il n'y a pas de souci. Et là, je retourne sur mon masque, mon nouveau masque qui est là, et je lui donne le contour progressif. Voilà. Et là, j'obtiens peut-être un truc plus sympatoche. Et là, j'ai un effet. Alors, vous avez compris que l'ombre et le reflet, ça n'a rien à voir. Hein. D'accord? Là, j'ai fait une ombre juste sur le dessous, comme si l'éclairage était du dessus. Mais j'aurais pu faire une ombre projetée, etc. Donc, il aurait fallu que je détourne un peu les immeubles, c'était compliqué. J'ai fait une ombre juste sous le dessous. Voilà. Mais je peux faire la même chose avec la réflexion, c'est-à-dire que au plus l'objet se rapproche, au plus la réflexion apparaît, en fait. Et vous allez voir, le truc intéressant, c'est ça. C'est que je me dis, si là, ma réflexion, j'appuie sur T pour l'opacité, hein, ma réflexion ici, elle a une opacité de 0%. Alors avant de faire ça, je vais travailler sur ma position de reflet. Voilà. Je sais qu'ici, c'est l'endroit où mon objet est tombé et mon reflet est au bon endroit. Donc, je vais sur mon reflet, j'active le calque position et je fais une clé à ce niveau-là de mon calque. Hein. Je recule un peu ma tête de lecture un peu sur l'arrière. Je vais à l'endroit où le truc est assez en hauteur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer mon calque reflet vers le bas pour lui dire, lui aussi, il a pris un peu de hauteur. Et du coup, regardez ce qui se passe. J'obtiens ceci. Le reflet qui apparaît. Sauf que ici, le reflet, moi, je veux qu'il ait une opacité ici, opacité à ce niveau-là, quand il est en contact, opacité à 100%, donc je crée ma clé. Et quand il est un peu en arrière, opacité à 0%. Et ça donne ceci. Vous voyez qu'on a l'impression, sans faire de la 3D, on est resté en 2D uniquement. On a l'impression que... alors, je vais juste ramener ma zone de travail ici, juste pour que ça le lise en boucle, en fait. Rien qu'en utilisant des calques et des images 2D, on peut redonner l'impression qu'il y a un vrai reflet qui arrive. OK? Vous testez un petit peu? Vous faites un test avec ça? En fait, une fois que vous avez compris le système des clés, c'est que des clés à mettre, à poser, à caler au bon endroit. Vous avez compris que si l'objet est en l'air et qu'il tombe sur une surface réflective, en fait, le reflet il est à la même distance de l'autre côté. C'est comme si c'était un miroir, en fait. Le reflet est à la même distance, il se rapproche en même temps de l'objet pour faire la réflexion. Donc, on décale le calque, on le déplace verticalement et on le fait caler au même endroit avec les mêmes clés, en fait. D'accord?
Et qu'est-ce qui se passe si je prends tout ce petit monde-là? Tiens, on va tester en fait. Je prends tout ce petit monde-là que je précompose en fait. Je vais faire une précomposition. On va tester, on va voir ce qui se passe. Je vais dire composition. Non, c'est calque, pardon. Précomposition. Donc, je vais précomposer tous ces calques ici. En fait, la fenêtre s'est barrée là-bas. OK. Transférer tous les attributs. Donc là, je n'ai pas d'autre option en fait. Il va tout transférer dans la précomp. OK. OK. Donc, vous voyez qu'il m'a tout mis dans une précomp qui est là, que je peux éditer en double-cliquant dessus et je retrouve tout ce que j'ai fait là en fait. D'accord? Donc, je reviens sur ma compo finale. Et qu'est-ce qui se passe si je prends cette précomp et que je la duplique? CTRL-D. Et que je la décale un peu dans le temps. Donc, on voit qu'elle est superposée en fait. Hein. Mais je la décale aussi un peu sur l'arrière en fait. Alors, je vais la passer dessous, bien évidemment. Et je vais venir la placer correctement ici, avec les flèches. Peut-être à la main d'abord, parce que ça va être long avec les flèches, sinon. Voilà, là, ça me semble correct. Donc, vous voyez, j'ai décalé ces deux compos, en fait. Donc, il y en a une qui apparaît avec sa réflexion, l'autre qui apparaît derrière avec sa réflexion aussi. Vous voyez. Et en 2 secondes, mais je peux monter un ensemble de pavés de maison comme ceci, animés, en fait. Alors, oui, ça se coupe, c'est normal, parce que ma zone de travail ne va pas assez loin, en fait. Je vais l'attraper. Je l'augmente. J'appuie sur le 0 du clavier alphanumérique, ça me calcule une prévise, en fait. Et vous voyez que le rendu, c'est intéressant quand même, vous voyez, en jouant sur les reflets ou pas. Après, ça dépend du style que vous faites. Vous pouvez avoir, plutôt que d'avoir des reflets flous, vous pouvez avoir quelque chose de très droit, très marqué. Ça, c'est vous le design, c'est vous qui choisissez. Hein, ça marche partout. Hein. Moi, je vous montre ce qu'on peut faire. À vous d'adapter l'outil en fonction. Hein. Pas de questions? Si, monsieur, où est-ce qu'on trouve l'objet du flou gaussien? Où est-ce qu'on trouve le? Pour le reflet, là, pour le... Alors, je vous l'ai donné. Je vous l'ai donné tout à l'heure dans ce que je vous ai Non, envoyé. c'est pas le JPEG, mais le flou? le modificateur pour... Ce n'est pas un modificateur, hein, c'est des effets et paramètres prédéfinis. Ici, vous tapez flou dans le moteur de recherche, flou, et tu as le flou gaussien qui sort par là. Là. Ok, super, merci. Okay. Alors, à partir de là, on a des outils de typo. Ici, par exemple, alors je vous laisse bosser un petit peu. Entraînez-vous avec ça. Si vous avez des difficultés encore, c'est maintenant qu'il faut poser la question et pas plus tard quand vous êtes confronté au truc. C'est pour ça qu'il faut tester, il faut en profiter. Qu'est-ce que j'ai comme typo là-dessus? Pas du Time New Roman, c'est horrible. Comics en MS. Pardon? Comics en MS. Tu sors, s'il te plaît. Voilà, mais tu rigoles, mais tu sais que dans l'administration, moi qui travaille pour la marine, c'est la typo. On voit que ça. Hein. Les mecs, ils sont contents, ils ont mis une typo un peu. En fait, c'est parce que sur leur PC, il n'y a pas 50 millions de typos. Hein. Celle-là, j'aime bien. OK. Ils mettent vraiment du comics en MS partout. C'est pas une Non, blague. non, j'exagère pas dans les documents officiels, mais dès qu'il y a une secrétaire qui veut mettre un truc un peu original sur son mail, ben, c'est du comics en MS, quoi. C'est la misère. Mais dites pas ça rigolant, je vois ça chez des étudiants aussi. Hein.
Ça peut arriver à tout le monde. Non, plus maintenant, plus en 2020. Il n'y a plus d'excuses. C'est clair. Alors, attends, je vais chercher une déformation. Est-ce que je peux appliquer sur du texte? Je ne suis pas sûr que je puisse appliquer une déformation sur le texte. Oh, je ne maîtrise pas tous les outils d'After Effects. En fait, je m'en sers plus trop souvent d'After Effects, mais je crois que je suis obligé de précomposer mon texte. Et alors, si je fais calque, précomposer. Sinon, il y a Mister Horse en plugin gratuit pour le texte. Enfin, il y a une partie qui est gratuite pour animer le texte. Non, en je veux juste, prédéfini. je veux pas l'animer. Non, il y a des effets d'animation de texte ici. Par exemple, si je mets machine à écrire, alors c'est typewriter, type peut-être. Typewriter, voilà, là ici, là. Je glisse, je pose sur mon texte en fait. Voilà. À partir de là où il y a la clé, j'ai le texte qui va s'afficher comme une machine à taper en fait. D'accord? Donc il y a des effets prédéfinis. Non, je voulais juste lui mettre une déformation et l'incliner, mais je crois qu'il faut que je le précompose. Sauf que je ne peux pas le mettre là-dedans. Je réfléchis 2 secondes. Qu'est-ce qui pourrait me mettre déformation? Alors, bah tiens, j'ai en profité pour monter les calques 3D, c'est l'occasion, tiens, pourquoi pas. Regardez ici, à côté du calque ici, alors j'ai une option là, je peux basculer les options et les modes. D'accord? Donc ici, quand je suis dans ce mode-là, on voit un petit cube en 3D. Si je coche cette case sur City, mon texte passe en 3D en fait. Il passe dans un environnement 3D. Je vais essayer, avant de faire ça, je vais peut-être modifier le point de pivot et le placer au centre, sinon je vais galérer. Voilà, je vais le placer au centre de mon truc. Voilà. Donc je reprends mon outil sélection, je passe en 3D mon calque, sauf que la 3D, ça marche que si vous avez une caméra. Donc je vais créer une caméra dans ma scène, nouveau caméra. OK. Elle est là, ma caméra. Et je vais pouvoir ici articuler en 3D, voilà. Alors c'est un peu galère en fait. Il faut juste que je trouve. Alors c'est pour ça que je parlais de ton calque 3D. Moi je ne maîtrise pas vraiment. On va voir comme ça. Ça s'est rapproché ou éloigné la caméra. Alors, je vais tourner le texte lui-même. On va voir. Rotation. Non, c'est pas cet axe-là. Putain, je suis con, quoi. C'est Z. Voilà. Je vais peut-être y arriver. OK. C'est 90 degrés, logiquement. Je devrais avoir. Et je pense que ma caméra, je peux la passer en orthographique, si je dis pas de conneries. Bloquer le zoom. Il me semblait qu'il y avait une option orthographique. C'est peut-être dans les paramètres de la caméra ici. Option de caméra. Non, apparemment non. Ben, je ne sais pas. Tu vois, c'est assez galère quand même de se repérer.
Alors, comme dans Max, on peut affiner le réglage en appuyant sur CTRL. Max, c'est Shift, mais on peut affiner le réglage en appuyant sur CTRL, en fait. Qu'est-ce que je voulais faire? C'est changer la taille du texte, peut-être. Changer son mode de fusion. Donc, je change de mode et je peux aller sur le mode de fusion ici, puis le mettre en lumière, lumière douce. Voilà. Sympa, comme ça on voit un peu les ombres à travers. Il faut peut-être que je rajuste un poil sa rotation en Z. Voilà. Et oui, on peut obtenir un truc un peu glossy, assez sympa. Bon, après, il faut animer le texte, en fait. Hein. Ah ben, je vais l'animer. Tiens, je vais prendre le typewriter qu'on avait tout à l'heure. Là. Typewriter, là. Machine à taper. Ici, sur City. Je vais me caler à la fin de la descente de celui-ci. Voilà, tac. J'appuie sur U pour afficher mon début et ma fin de sélecteur ici de plage. Voilà. Donc, on va dire qu'il va commencer à taper à partir de là. Et OK. Bon, après, After Effects, bon, là, c'est du basique qu'on fait. Il y a des fonctions très poussées, hein, que vous avez pu voir peut-être avec Madame Hervieux, tout ça, sur le tracking, sur ces trucs-là. Hein. Il y a des fonctions très poussées qu'on peut obtenir avec After, hein, quand même. Je vous laisse tester un petit peu. Vous me dites, je suis là. Je vous laisse un quart d'heure, là. Vous me dites où vous en êtes. Voir si ça fonctionne, si vous en sortez, parce que c'est les techniques que vous avez utilisées pour votre rendu final. Hein. Alors, on peut étaler le City jusqu'à la fin de la pause de l'autre, en fait. Voilà, nickel. Évidemment, je peux dupliquer à l'infini ces effets-là. Je vais dupliquer mes calques ici. Là, je vais les décaler encore un petit peu dans le temps. Je vais mettre ma tête de lecture ici. Voilà. Et je vais décaler tout ça derrière, en fait. Alors, là, je le fais avec le même média parce que j'ai que ce média-là. Hein. Mais vous, si vous le faites avec des thématiques différentes, par exemple, vous faites un côté urbain, un côté campagne, vous pouvez mixer les trucs. Le but, c'est faites-vous plaisir et que ce soit joli, quoi. Ici, je me rajuste à 100%. Voilà. Je réfléchissais. Et ça pourrait être sympa qu'on ait un petit flou de profondeur de champ. Voilà, typiquement, vous voyez que tout apparaît, tac, les uns après les autres, blac, blac. Qu'on ait une espèce de petit flou de profondeur de champ, un faux, en fait. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais créer ce qu'on appelle un calque d'effet. Voilà. J'ai créé un calque vide, en fait, sur lequel je vais appliquer un effet. Cet effet, je vais lui mettre un flou gaussien. Flou. J'aime bien le flou gaussien, je ne sais pas pourquoi. Flou gaussien. Mais sachez qu'en 3D, on pourrait faire des calculs de profondeur Z et avoir un vrai flou de profondeur de champ. Hein. Donc, je rajoute un flou gaussien sur ce calque d'effet ici. Il est là, mon flou. Donc, regardez, je viens appliquer ce flou. Sur la totalité de ma compo. Je vais l'exagérer un petit peu. Et du coup, comme c'est un calque, ben, je peux faire un masque sur un calque d'effet. Donc, je vais prendre ici, par exemple,
cette partie-là, ici, je vais tracer un point qui va du centre ici et revenir vers l'autre partie ici. Voilà. Et je vais venir les rejoindre, en fait. D'accord? On va tester, on va voir ce que ça donne. Hein. Donc, je prends le sommet qui est là, je vais les tirer un peu plus, quand même, pour le mettre bien dans l'axe. Et le sommet qui est là, je vais les tirer un peu plus ici, pour le mettre bien dans l'axe, la perpendiculaire, en fait. Donc, à peu près comme ça, voilà. Et le sommet qui est là, je vais le prendre sur la pointe de l'immeuble, ici. Voilà. Sauf que c'est l'inverse que je voulais, mais c'est pas grave. Je vais rajouter ça un petit peu. Voilà. Alors, je masque le masque, le bord du masque, et sauf que dans mon masque ici, donc j'appuie sur M pour afficher mon masque, je développe le masque ici, et je peux logiquement inverser mon masque. D'accord? J'ai inversé mon masque. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux avoir des contours progressifs du masque. Donc, je vais mettre mon contour progressif qui va me faire un flou progressif, en fait. S'il veut bien me le faire. Oh, un peu trop, là. Je reviens à 0. Hop. Donc, j'applique un contour progressif et je vais étendre mon masque, en fait. Je vais l'agrandir pour faire reculer ce flou un peu en arrière-plan, en fait, très légèrement. Voilà. Et je vais augmenter un peu mon contour progressif. Voilà, comme ceci. Donc, j'obtiens ceci. Je vais baisser mon flou. Hein, je vais exagérer un tantinet pour... voilà, je vais mettre un flou un peu moins présent, voilà, très léger. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'avec de la 2D, même si c'est de la 3D dedans, je viens de rajouter un semblant, une fausse profondeur de champ ajustée, voilà, dans ma scène, qui donne un peu de profondeur, ce qui nous permet de nous focaliser sur le premier plan, par exemple, mais qui va nous donner... alors, voilà, j'aurais peut-être des flous ici. Peut-être que le masque, il faudra l'activer par la suite, mais bon, ça passe bien, ça passe pas trop mal. Donc là, il est lent parce qu'il calcule, il met en mémoire toute l'anime, en fait. Voilà. Et vous voyez qu'on a un semblant de profondeur de champ, un peu comme le tilt shift qu'on voit un peu sur certaines vidéos. Voilà, là, il devrait les jouer à vitesse réelle. La première fois, il met en mémoire, en fait. Hein. Alors, autour de ça, vous pouvez faire des petits motions pour faire de la typo, du test, quelque chose un peu de moderne, etc., qu'on peut voir par la suite après. Il n'y a pas de souci, quoi. Pas de questions? Est-ce qu'on peut prendre une pause, s'il vous plaît? Pardon? Oui, Pause. excusez-moi, oui, bien sûr. Vous voulez prendre une pause? Je ne vous ai pas fait faire de pause. Non. Oui, oui, bien sûr. Tu fais bien de le dire. Vous pouvez prendre une pause, ouais, 10-15 minutes, ça vous va? Merci. Ça vous va? Allez, je vais couper juste le son. Oui, très bien.